Les cris résonnaient dans le manoir comme une alarme désespérée. Maya Johnson laissa tomber la serpillière sur le sol en marbre italien et courut vers le son qui faisait battre son cœur à toute vitesse. Ses pieds nus laissaient des traces humides dans les couloirs luxueux, tandis que son esprit autiste traitait chaque détail. L'écho spécifique du désespoir, la fréquence aiguë de la panique, l'odeur métallique de la peur dans l'air. Lorsqu'elle arriva au bureau principal, la scène la paralysa pendant 2 secondes cruciales. Ethan, le fils de 4 ans du milliardaire Marcus Thompson, était étendu par terre, convulsant violemment. Ses petits membres tremblaient de manière incontrôlable, tandis que de la mousse blanche s'échappait de ses lèvres. Marcus était agenouillé à côté de son fils, complètement perdu, les mains tremblantes flottant au-dessus du corps de l'enfant, ne sachant pas quoi faire. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria Marcus, la voix brisée par le désespoir. 2 gardes de sécurité se précipitèrent dans la pièce, mais restèrent paralysés par la même impuissance qui dominait tous les présents. La gouvernante, Madame Williams, tenait le téléphone avec des doigts tremblants, mais ses paroles sortaient confuses et incompréhensibles. Maya sentit quelque chose d'étrange se produire dans son esprit. C'était comme si un interrupteur avait été déclenché, déverrouillant un souvenir douloureux qu'elle avait enterré il y a 5 ans. Soudain, elle n'était plus dans le manoir Thompson. Elle était de retour à ce jour terrible, regardant sa propre fille, Lily, convulsée de la même manière alors que Maya criait pour obtenir de l'aide qui n'était jamais arrivée à temps. Mais cette fois serait différente. Sans réfléchir, Maya s'approcha et, avec des mouvements précis et calculés, tourna Ethan sur le côté, protégeant sa tête de ses propres mains. Sa voix, normalement basse et hésitante, sortit ferme et claire. « Ne le touchez pas. Laissez-le respirer. La convulsion va s'arrêter dans quelques secondes. » Marcus la regarda avec une expression de choc absolu. C'était la première fois en 2 ans que la femme de ménage lui parlait directement. En fait, c'était la première fois qu'il la voyait réellement comme une personne, et non comme une ombre silencieuse qui nettoyait sa maison. « Comment sais-tu cela » demanda Marcus, la voix rauque d'émotion. Maya ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur Ethan, comptant mentalement les secondes de la convulsion. 43, 44, 45. Et alors, comme elle l'avait prévu, le corps du garçon se détendit. Il était inconscient mais respirait. « Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant » dit Maya, la voix chargée d'une urgence qui fit que tous dans la pièce prêtèrent attention. « Il a besoin d'examen. Ce n'est pas normal pour un enfant de 4 ans. » Marcus hésita pendant un moment qui sembla une éternité. Il regarda les gardes, la gouvernante, toutes les personnes en qui il devrait avoir confiance dans des moments comme celui-ci. Mais c'est dans les yeux de Maya qu'il trouva la certitude qu'il cherchait. Il y avait quelque chose là, savoir, expérience, une douleur qu'il reconnaissait parce qu'il portait lui aussi la sienne. « Tu viens avec nous » déclara Marcus, prenant Ethan dans ses bras. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, mais aussi un acte de confiance qui surprit tous les présents. Maya acquiesça silencieusement et suivit Marcus jusqu'au garage. Alors qu'il installait Ethan sur la banquette arrière de sa Bentley noire, elle monta de l'autre côté, gardant les mains prêtes à stabiliser l'enfant au cas où une autre convulsion surviendrait. Pendant le trajet vers l'hôpital général de Chicago, Marcus ne pouvait s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Il observait comment Maya surveillait constamment la respiration d'Ethan, comment elle vérifiait son pouls au cou, comment elle chuchotait des mots rassurants que le garçon inconscient ne pouvait entendre. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et cela était à la fois réconfortant et perturbant. « As-tu déjà vécu cela auparavant » demanda Marcus, brisant le silence tendu dans la voiture. Maya regarda par la fenêtre pendant un long moment avant de répondre. « Oui, mais ça n'a pas marché cette fois-là. » Ces quelques mots portaient tellement de poids que Marcus sentit un nœud dans sa gorge. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à penser à quelqu'un au-delà de ses affaires et d'Ethan. Qui était cette femme qui nettoyait silencieusement sa maison depuis 2 ans? Quelle douleur portait-elle derrière ses yeux qui semblaient voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir? À l'hôpital, Maya resta aux côtés de Marcus tout au long du processus d'admission. Lorsque les médecins posèrent des questions sur les antécédents médicaux d'Ethan, c'est elle qui fournit des détails précis sur la convulsion que même Marcus n'avait pas remarqué. La durée exacte, la position des yeux de l'enfant, le type spécifique de mouvement musculaire. Le docteur Richardson, le neurologue pédiatrique de garde, regarda Maya avec une curiosité grandissante. « Avez-vous une formation médicale » demanda-t-il. « Non » répondit simplement Maya. « Mais j'ai appris de la pire façon possible. » Alors qu'Ethan était emmené pour passer des examens, Marcus et Maya restèrent seuls dans la salle d'attente. Le silence entre eux était dense, rempli de questions non formulées et de vérités non dites. Marcus observait Maya discrètement, remarquant des détails qu'il n'avait jamais perçus auparavant.
comment elle organisait mentalement les objets autour d'elle, comment ses doigts tapaient en motifs mathématiques précis, comment elle semblait traiter les informations différemment de toutes les autres personnes qu'il connaissait. Puis une infirmière s'approcha avec un formulaire d'autorisation. « Monsieur Thompson, nous avons besoin de votre signature pour certaines procédures d'urgence. » Marcus prit le stylo, mais sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine écrire. L'adrénaline du moment, la peur de perdre son unique enfant, tout cela l'affectait plus qu'il ne l'imaginait. Maya remarqua sa difficulté et, sans dire un mot, posa sa main sur la sienne pour la stabiliser. « Il va s'en sortir », dit-elle avec une conviction que Marcus voulait ressentir. « Vous avez fait ce qu'il fallait en l'amenant ici rapidement. » À ce moment-là, Marcus réalisa quelque chose qui le hantait. Depuis combien de temps quelqu'un ne l'avait-il pas rassuré de manière sincère? Depuis combien de temps quelqu'un ne se préoccupait-il pas de lui en tant que personne, et non en tant que Marcus Thompson, le milliardaire? Maya ne connaissait pas ses affaires, ses succès, sa fortune. Elle savait seulement qu'il était un père désespéré, et cela semblait suffire pour elle. Des heures passèrent avant que le docteur Richardson revienne avec les résultats. Ethan était stable, conscient et ne présentait aucun signe de dommage neurologique permanent. Les examens révélèrent une condition traitable qui pouvait être contrôlée avec une médication appropriée. Si vous ne l'aviez pas amené si rapidement, expliqua le médecin, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. La personne qui a fourni les premiers secours a sauvé la vie de cet enfant. Marcus regarda Maya, qui resta silencieuse, les yeux fixés au sol. Elle ne voulait ni crédit ni reconnaissance. Elle avait fait ce qu'il fallait, rien de plus. Lorsqu'ils purent enfin voir Ethan, le garçon était éveillé et souriait faiblement. « Papa » murmura-t-il en tendant ses petits bras vers Marcus. « Est-ce que la dame avec le chiffon m'a aidé ?» Marcus regarda Maya, qui se tenait à la porte, hésitant à entrer dans la chambre. « Oui, mon fils. Elle t'a sauvé. » Maya s'approcha lentement du lit. Ethan la regarda avec curiosité enfantine. « Tu es mon ami maintenant » demanda-t-il avec l'innocence d'un enfant de 4 ans. « Si tu veux » répondit Maya, sa voix presque un murmure. Marcus observa l'interaction entre eux et sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était de la reconnaissance, du respect et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait encore nommer. Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital cette nuit-là, Marcus savait que rien ne serait plus jamais pareil. La femme qu'il avait ignorée pendant 2 ans avait sauvé la vie de son fils. Plus que cela, elle lui avait montré un type de courage et de compassion qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment la vie de Maya et Marcus changera à jamais après ce jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage passionnant. Le lendemain matin, le manoir Thompson bourdonnait d'une énergie différente. Marcus avait accordé une journée de congé payé à Maya, insistant pour qu'elle se repose après l'épisode traumatisant à l'hôpital. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la réaction des autres employés lorsqu'ils apprirent que la étrange femme de ménage avait été l'héroïne de la nuit précédente. « Tu y crois vraiment » murmura Amanda Sterling à Catherine Walsh alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Amanda était la nouvelle assistante personnelle de Marcus, une femme ambitieuse de 30 ans arrivée il y a 3 mois avec des références impeccables et un sourire calculé. Une femme de ménage autiste qui parle à peine à quelqu'un devient soudain une experte médicale. Catherine, la gouvernante depuis 15 ans, secoua la tête avec gêne. « J'ai vu ce qui s'est passé, Amanda. Maya savait vraiment ce qu'elle faisait. »« Ou elle a eu beaucoup de chance, » répliqua Amanda, ses yeux brillant d'une malice que Catherine ne parvenait pas à identifier complètement. « Réfléchis Y. Une employée insignifiante devient soudain indispensable pour le patron? Quelle coïncidence pratique !» Ce que Catherine ne savait pas, c'est qu'Amanda avait passé la nuit à enquêter sur tout ce qui concernait Maya Johnson. Et ce qu'elle découvrit la laissa à la fois intriguée et opportuniste. Maya avait perdu une fille 5 ans auparavant dans des circonstances jamais entièrement clarifiées. Il y avait des lacunes dans son parcours professionnel, des périodes inexpliquées qui soulevaient des questions intéressantes. Amanda sourit pour elle-même, tout en organisant mentalement son prochain mouvement. Elle n'était pas arrivée où elle en était en laissant passer les opportunités, et la situation actuelle présentait des possibilités fascinantes. Pendant ce temps, à l'étage, Marcus regardait Ethan jouer avec ses jouets, apparemment indemne après l'épisode précédent. Mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Maya, à la façon dont elle avait agi avec tant de précision, à la douleur qu'il avait entrevue dans ses yeux lorsqu'elle mentionna son expérience passée. « Papa, est-ce que la dame avec le chiffon va revenir ?» demanda Ethan en levant un petit chariot de jouets. « Elle reviendra, mon fils. Pourquoi demandes-tu ça ? Ses yeux sont tristes comme les tiens quand tu regardes la photo de maman. »
L'observation innocente d'Ethan frappa Marcus comme un coup de poing dans l'estomac. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il remarquer des choses que lui, un homme d'affaires expérimenté, avait ignorées pendant si longtemps? Marcus descendit à la bibliothèque et pour la première fois depuis des années, ouvrit le tiroir où il gardait les dossiers personnels des employés. Il chercha le dossier de Maya Johnson et fut surpris de voir à quel point il connaissait peu la femme qui nettoyait sa maison depuis 2 ans. Adresse: un petit appartement dans le côté sud de la ville. Référence: excellente, mais rare. Éducation: diplôme d'études secondaires, quelques cours techniques. Et puis il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Dans le champ contact d'urgence, il était écrit « aucun ». Aucun contact d'urgence. Aucune famille enregistrée. Aucun ami proche. Maya Johnson semblait exister dans un vide social que Marcus reconnaissait parce qu'il avait lui-même créé un vide similaire après la mort de sa femme. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Amanda. Monsieur Thompson, désolé de vous déranger à la maison, mais une situation nécessite votre attention immédiate. Quel genre de situation? Amanda fit une pause calculée. Je préfère ne pas en discuter au téléphone. Puis-je venir? Cela concerne les événements d'hier soir. Marcus sentit une pression dans sa poitrine. Venez tout de suite. 1 heure plus tard, Amanda Sterling était assise dans le salon principal, une élégante chemise à la main parfaitement manucurée. Son tailleur gris était impeccable, ses cheveux blonds attachés en chignon mettant en valeur ses yeux bleus calculateurs. Monsieur Thompson, ce que je vais partager avec vous vient d'un lieu de préoccupation sincère, commença-t-elle en ouvrant le dossier. Après les événements d'hier soir, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'enquêter un peu plus sur Maya Johnson. Marcus fronça les sourcils. Enquêter? Pourquoi? Parce que, en tant qu'assistante, il est de ma responsabilité de vous protéger, vous et Ethan, de toute situation qui pourrait être problématique. Amanda sortit quelques papiers du dossier. Et j'ai découvert des choses troublantes. Elle fit glisser une copie d'un article de journal datant de 5 ans sur la table basse. Le titre disait « Enfant meurt à l'hôpital après un retard DE soins. La famille remet en question la négligence médicale. » Marcus prit le papier, le lisant rapidement. L'article parlait de Lily Johnson, âgée de 3 ans, morte après une convulsion. La mère, identifiée seulement comme Maya J., avait intenté une action en justice contre l'hôpital, alléguant une négligence médicale. « Continuez à lire », pressa Amanda, observant attentivement chaque réaction de Marcus. L'article mentionnait que Maya avait perdu le procès. Plus inquiétant encore, il y avait des références à « comportement erratique de la mère » et à « déclarations incohérentes sur les événements ayant conduit à la tragédie ». « Regarde la date », indiqua Amanda sur un autre document. 2 mois après la mort de sa fille, Maya a été licenciée de son précédent emploi. La raison officielle: problème de relations interpersonnelles et comportement inapproprié au travail. Marcus sentit un mélange de confusion et de colère croître dans sa poitrine. Où as-tu obtenu ces informations? Principalement dans des registres publics. Mais il y a plus. Amanda sortit un autre papier. Maya a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique pendant 3 semaines, 6 mois après la mort de sa fille. Le diagnostic incluait une dépression sévère et des tendances obsessionnelles liées au traumatisme. Marcus posa les papiers sur la table, son esprit en ébullition. Que sous-entends-tu, Amanda? Je ne sous-entends rien. Je présente des faits. Amanda se pencha en avant, sa voix prenant un ton plus intime. Réfléchis, Marcus. Une femme qui a perdu sa fille parce qu'elle n'a pas pu la sauver d'une convulsion apparaît soudain chez vous. 2 ans plus tard, votre fils a une convulsion et, magiquement, elle sait exactement quoi faire? Elle a sauvé la vie de mon fils. Ou elle a créé une situation où elle pourrait être l'héroïne. Amanda laissa la phrase flotter dans l'air comme un poison doux. Les personnes avec un traumatisme non résolu font parfois des choses désespérées pour recréer des situations où elles peuvent avoir une fin différente. Marcus se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jardin méticuleusement entretenu s'étendait sur des hectares, symbole d'ordre et de contrôle qui semblait maintenant se moquer de sa vie intérieure troublée. Tu es en train de suggérer que Maya a fait du mal à mon fils. Je suggère que vous devez considérer toutes les possibilités. Amanda rassembla soigneusement les papiers. Marcus, je sais que vous êtes un homme compatissant. C'est l'une des qualités que j'admire le plus chez vous. Mais votre compassion ne peut pas mettre Ethan en danger. À ce moment-là, Marcus entendit des pas dans le couloir. C'était Catherine, apportant le thé de l'après-midi. Elle s'arrêta à la porte en voyant Amanda là,
une expression de malaise traversant son visage. « Désolé de vous interrompre, » dit Catherine. « Je voulais juste vous prévenir que Maya a appelé. Elle a demandé si elle pouvait passer plus tard pour voir comment se sentait Ethan. » Amanda et Marcus échangèrent un regard. Pour Amanda, c'était la confirmation parfaite de ses soupçons. Pour Marcus, c'était une autre pièce d'un puzzle qu'il ne parvenait pas à assembler. « Dis-lui. » Marcus hésita, regardant Amanda puis Catherine. « Dis-lui que tout va bien et que nous n'avons pas besoin de visite aujourd'hui. » Catherine sembla surprise mais acquiesça et partit. Amanda sourit discrètement. C'était la bonne décision. Du moins jusqu'à ce que nous en sachions plus. Après le départ d'Amanda, Marcus monta dans la chambre d'Ethan. Le garçon dessinait, la langue tirée par concentration. Sur le papier, Marcus reconnut 3 figures, un homme grand, un petit enfant et une femme aux cheveux foncés. « Qui sont-ils » demanda Marcus en pointant le dessin. « C'est nous à l'hôpital » répondit Ethan naturellement. « Toi, moi et la dame avec le chiffon qui m'a sauvé. » Marcus regarda le dessin longuement. Dans la version enfantine des événements, Maya souriait, les mains tendues pour protéger la petite figure représentant Ethan. Il n'y avait aucune malveillance, aucune intention cachée. Juste du soin. Mais les mots d'Amanda résonnaient dans son esprit. Et s'il était naïf? Et si sa gratitude obscurcissait son jugement? En tant que père, sa première responsabilité était de protéger Ethan, peu importe combien cela blessait ses propres sentiments. Cette nuit-là, Marcus ne put dormir. Il se leva plusieurs fois pour vérifier Ethan, une nouvelle paranoïa inconfortable s'installant dans son esprit. Chaque bruit dans la maison le mettait en alerte. Chaque ombre semblait porter des possibilités sinistres. De l'autre côté de la ville, Maya était également éveillée, assise près de la fenêtre de son petit appartement. Elle avait appelé le manoir parce qu'elle se préoccupait sincèrement d'Ethan, mais la froideur dans la voix de Catherine la laissa confuse et blessée. Maya regarda la boîte en carton sous son lit, où elle gardait les seules photos qu'elle avait de Lily. Il y a 5 ans, elle avait juré de ne plus jamais se rapprocher d'un autre enfant, de ne plus jamais risquer de revivre cette douleur. Mais quelque chose en Ethan avait brisé ses défenses soigneusement construites. Maintenant, elle se demandait si elle avait commis une terrible erreur en se permettant de ressentir à nouveau. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Marcus avait refusé la visite de Maya. Pendant ce temps, Amanda Sterling était devenue sa confidente la plus proche, toujours présente avec plus de preuves sur le passé troublant de la femme de ménage. Mais c'est le 4e matin que tout changea de manière inattendue. Marcus était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel du docteur Richardson, le neurologue qui avait pris en charge Ethan à l'hôpital. « Monsieur Thompson, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important, » dit le médecin d'une voix sérieuse. « Pouvez-vous venir à l'hôpital aujourd'hui ? Et, si possible, amener la femme qui a prodigué les premiers secours à votre fils. » « Pourquoi ? Quelque chose ne va pas avec Ethan ? » ?»« Non, votre fils va parfaitement bien. Mais j'ai découvert quelque chose à propos de cette nuit que vous devez savoir. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Pouvez-vous me le dire par téléphone ? » ?»« Je préfère en personne. Il s'agit de la précision des premiers secours qui ont été prodigués. Il y a des détails qui, eh bien, sont extraordinaires. » Après avoir raccroché, Marcus resta immobile pendant plusieurs minutes. Le mot « extraordinaire » résonnait dans son esprit. Serait-ce la confirmation que Maya savait vraiment ce qu'elle faisait, ou quelque chose de plus sinistre? Il décida de ne pas informer Amanda de cet appel. Un instinct primitif lui disait de garder cette information secrète jusqu'à en savoir plus. Ce même jour, tandis que Marcus luttait avec ses doutes, Maya traversait son propre parcours de découverte. Elle avait décidé de faire quelque chose qu'elle avait évité pendant 5 ans. Examiner minutieusement les événements ayant conduit à la mort de Lily. Dans son petit appartement, Maya étala tous les documents médicaux, articles de presse et papiers légaux sur la table de la cuisine. Son esprit autiste, avec sa capacité unique à traiter les motifs et les détails, commença à réorganiser les informations d'une manière qu'elle n'avait jamais tentée auparavant. Pour la première fois depuis des années, elle n'essayait pas d'oublier. Elle essayait de se souvenir. Et ce qu'elle découvrit la glaça. Maya prit le rapport d'autopsie de Lily, un document qu'elle avait lu des centaines de fois, se concentrant toujours sur la cause du décès. Mais cette fois-ci, quelque chose d'autre attira son attention. Une note en bas de page mentionnait « Traces de substances non identifiées dans le système de l'enfant aux quantités insuffisantes pour une analyse toxicologique complète. » Comment avait-elle pu manquer ce détail auparavant? Maya courut vers son ordinateur portable et commença à rechercher obsessivement. Elle découvrit qu'au moment de la mort de Lily, elle travaillait comme femme de ménage dans une clinique médicale. La même clinique où Amanda Sterling avait effectué un stage lors de ses études en administration hospitalière.
La connexion la frappa comme un éclair. Maya saisit son téléphone de main tremblante et appela le service des dossiers médicaux de l'hôpital où Lily était décédée. Après avoir été transférée plusieurs fois, elle réussit à parler à une archiviste sympathique. « J'essaie d'obtenir plus d'informations sur le cas de ma fille », expliqua Maya, fournissant les détails nécessaires. « Laissez-moi vérifier. Ah oui, je vois ici. Lily Johnson. Je suis désolé pour votre perte. » La voix de l'archiviste se fit plus douce. « Que souhaitez-vous savoir ? Il a été fait mention de substances non identifiées. Y a-t-il plus d'informations à ce sujet ? » Il y eut une pause. « C'est intéressant que vous posiez cette question. La semaine dernière, une autre personne a appelé en posant la même question sur ce même cas. » Le cœur de Maya s'arrêta. « Une autre personne ? Qui ? Je ne peux pas donner de nom, mais c'était une femme. Elle a dit qu'elle faisait des recherches académiques sur des cas médicaux non résolus. Elle semblait connaître des détails très précis du dossier. » Maya raccrocha le téléphone, sous le choc. Quelqu'un enquêtait sur la mort de Lily. Quelqu'un qui connaissait des détails précis. Et Maya avait une terrible suspicion sur l'identité possible de cette personne. Cet après-midi-là, Marcus se rendit enfin à l'hôpital pour rencontrer le docteur Richardson. Le médecin l'accueillit dans son bureau avec une expression sérieuse. « Monsieur Thompson, je dois parler de la nuit où vous avez amené votre fils ici, » commença le docteur Richardson. « Les premiers secours prodigués à Ethan ont été, eh bien, extraordinairement précis. Que voulez-vous dire par là ? La position exacte dans laquelle il a été placé, le temps qu'il a fallu pour mettre l'enfant sur le côté, la manière dont sa tête a été protégée, tout a été exécuté avec une précision médicale. » Le docteur Richardson prit quelques notes. Mais il y a autre chose. Ethan souffrait d'un type très spécifique de convulsion qui peut être induit artificiellement. Marcus sentit le monde tourner autour de lui. Induit ? Comment ? Avec certaines substances qui, en petite quantité, peuvent provoquer des épisodes convulsifs temporaires sans laisser de traces détectables après quelques heures. Le médecin fit une pause. Évidemment, ce serait extrêmement dangereux et criminel, mais techniquement possible. Vous suggérez que quelqu'un a empoisonné mon fils. Je dis que le type de convulsion qu'il a eu est cohérent avec cette possibilité. Et celui qui a prodigué les premiers secours savait exactement quoi faire parce qu'il savait exactement ce qui avait causé le problème. Marcus quitta l'hôpital sous le choc. Ses soupçons concernant Maya semblaient confirmés de la pire manière possible. Elle avait empoisonné Ethan pour pouvoir le sauver et se rendre indispensable. Mais lorsqu'il rentra chez lui, il trouva quelque chose qui changea complètement sa perspective. Catherine l'attendait à l'entrée, tenant une enveloppe brune. « Monsieur Thompson, ceci a été laissé pour vous aujourd'hui. » La personne a dit que c'était urgent. Marcus ouvrit l'enveloppe de main tremblante. À l'intérieur, une seule feuille avec un message dactylographié. « Si vous voulez connaître la vérité sur ce qui est arrivé à votre fils et sur ce qui est arrivé à la fille de Maya Y à 5 ans, rencontrez-moi au café Riverside à 20 h. Venez seul. Quelqu'un de très proche de vous n'est pas ce qu'il dit être. » Marcus regarda Catherine. « Qui a livré ça ?» Une femme plus âgée. Cheveux gris. Elle a dit qu'elle connaissait Maya et qu'il y avait des informations importantes que vous deviez savoir. Marcus monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et relut le message plusieurs fois. Chaque mot semblait porter un poids immense. Quelqu'un de très proche de vous n'est pas ce qu'il dit être. Qui cela pouvait-il être? Catherine était avec lui depuis 15 ans. Les gardes de sécurité avaient passé des contrôles rigoureux. Il ne restait plus que Amanda. Marcus prit son ordinateur portable et, pour la première fois, décida d'enquêter sur son assistante personnelle de la même manière qu'elle avait enquêté sur Maya. Ce qu'il découvrit le rendit malade. Amanda Sterling avait menti sur ses qualifications. L'université qu'elle prétendait avoir fréquentée n'avait aucun enregistrement d'elle. Les références professionnelles qu'elle avait fournies provenaient d'entreprises qui n'existaient plus ou qui n'avaient jamais existé. Encore plus inquiétant, Amanda avait travaillé dans plusieurs maisons de famille riches au cours des 10 dernières années, toujours comme assistante personnelle ou gouvernante. Et dans 3 de ces maisons, des accidents impliquant des enfants s'étaient produits, entraînant des hospitalisations suivies de mystérieux sauvetages héroïques par des employés dévoués. Marcus sentit la nausée monter dans son estomac. Amanda avait créé un schéma, provoqué des situations d'urgence pour ensuite se positionner comme sauveuse, gagnant la confiance et l'accès à des informations financières précieuses. Mais cette fois, Maya avait contrecarré ses plans. À mesure que Marcus reliait les points, il se rendit compte qu'Amanda n'avait pas seulement saboté Maya en plantant de fausses preuves sur son passé. Elle avait probablement provoqué la convulsion d'Ethan,
espérant être elle-même l'héroïne de la situation. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que Maya était à proximité et savait exactement quoi faire. Marcus regarda l'horloge. Il était 19h15. Dans 45 minutes, il aurait des réponses. Mais d'abord, il devait prendre une décision cruciale, affronter Amanda ou se rendre au rendez-vous. Pendant ce temps, dans son appartement, Maya avait tiré ses propres conclusions terrifiantes. Les pièces du puzzle s'emboîtaient de manière effrayante. Amanda avait été présente à la clinique où Maya travaillait lorsque Lily est morte. Amanda avait accès à des substances médicales. Amanda connaissait des détails spécifiques sur des cas qu'elle n'aurait pas dû connaître. Et maintenant Amanda était dans la maison des Thompson, avec un accès total à Ethan. Maya prit son téléphone pour appeler Marcus, mais s'arrêta. Pourquoi la croirait-il après tout ce qu'Amanda avait semé contre elle? Au lieu de cela, Maya prit une décision qui allait tout changer. Elle allait confronter Amanda directement, même si cela signifiait mettre sa propre vie en danger. Elle ne pouvait pas permettre qu'un autre enfant souffre comme Lily. Maya rangea toutes les preuves qu'elle avait collectées dans un sac à dos, y compris les documents prouvant le lien entre Amanda et la mort de Lily. Si quelque chose lui arrivait, au moins la vérité serait révélée. Il était temps de mettre fin à 5 ans de mensonges et de manipulation. Il était temps que Maya Johnson cesse d'être invisible et devienne la voix que sa fille morte n'a jamais eue. Marcus arriva au café Riverside 10 minutes en avance, choisissant une table au fond où il pouvait observer l'entrée. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il buvait un café dont il ne sentait pas le goût. Chaque personne qui entrait faisait battre son cœur plus vite. À 8 heures précises, une femme aux cheveux gris s'approcha de sa table. Elle était élégante, mais ses vêtements simples et la manière prudente dont elle regardait autour d'elle suggéraient à Marcus qu'elle se souciait réellement de sa sécurité. « Monsieur Thompson ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je suis Margaret Chen, infirmière retraitée de l'hôpital général de Chicago. » Marcus fit un signe pour qu'elle s'asseye. « C'est vous qui avez envoyé le message. » Margaret hocha la tête en sortant un vieux dossier de son sac. « J'ai travaillé avec Maya Johnson il y a 6 ans, lorsqu'elle était hospitalisée après la mort de sa fille. J'ai vu ce que cette expérience lui avait fait, et j'ai aussi vu qui avait réellement causé la tragédie. Amanda Sterling. Je vois que vous avez déjà commencé à relier les points. » Margaret ouvrit le dossier, révélant des documents médicaux et des photographies. Amanda n'est pas seulement une manipulatrice, Monsieur Thompson. C'est une tueuse en série qui cible les familles riches en utilisant les enfants comme victimes. Margaret fit glisser une photographie sur la table. C'était Amanda, mais avec les cheveux foncés et des lunettes, sur un badge d'identification de la clinique médicale où travaillait Maya. Elle utilisait le nom de Sarah Mitchell à l'époque. Elle avait accès aux médicaments et connaissait la routine de toutes les familles fréquentant la clinique. Margaret fit une pause. Lily Johnson n'a pas été sa première victime. Marcus sentit la bile remonter dans sa gorge. Combien d'enfants? Au moins 7 au cours des 10 dernières années. Toujours le même schéma. Elle s'infiltre comme employée de confiance, provoque une urgence médicale avec l'enfant, puis se positionne pour sauver la situation. Lorsqu'elle ne peut pas être l'héroïne, elle disparaît et l'enfant. Margaret n'acheva pas sa phrase. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police avant? J'ai essayé. Mais Amanda est extrêmement prudente. Elle choisit des familles où il y a déjà des tensions, des employés mécontents, des situations qu'elle peut manipuler. Margaret prit un autre document. Dans le cas de Lily, elle a planté des preuves laissant croire que Maya avait été négligente. La mère elle-même a été tenue responsable de la mort de sa fille. Marcus regarda les documents, voyant des rapports médicaux montrant un schéma clair d'empoisonnement par des substances provoquant des convulsions. Comment avez-vous découvert tout cela? Je suis infirmière depuis 40 ans. Je reconnais des schémas que d'autres ne voient pas. Et quand j'ai appris qu'Amanda travaillait pour vous. Margaret regarda Marcus droit dans les yeux. Je ne pouvais pas laisser une autre famille être détruite. À ce moment, le téléphone de Marcus sonna. C'était Catherine, et sa voix était remplie de panique. « Monsieur Thompson, vous devez venir à la maison immédiatement. Ethan ne va pas bien à nouveau, et Amanda dit qu'elle doit l'emmener à l'hôpital, mais... » « Mais quoi, Catherine? »« Maya est ici. Elle est arrivée il y a quelques minutes et dit qu'Amanda ne peut emmener Ethan nulle part. Elle se dispute et je ne sais pas quoi faire. » Marcus se leva brusquement. « Ne laissez pas Amanda sortir de la maison avec mon fils, Catherine. C'est un ordre. Verrouillez les portes si nécessaire. Monsieur Thompson, Amanda a dit que vous aviez autorisé. Elle ment. Appelez la police maintenant. » Marcus raccrocha et regarda Margaret. « Elle essaie d'emmener mon fils. »
Alors il est trop tard pour les subtilités, dit Margaret en rangeant rapidement les documents. Amanda a compris que vous aviez découvert la vérité. Maintenant, elle est désespérée. Pendant que Marcus courait vers sa voiture, de l'autre côté de la ville, la confrontation qu'il redoutait se déroulait dans son propre salon. Maya était arrivée au manoir Thompson déterminée à affronter Amanda, mais elle trouva une situation pire qu'elle ne l'imaginait. Ethan était allongé sur le canapé, pâle et respirant de manière irrégulière, tandis qu'Amanda préparait une trousse médicale. « Qu'est-ce que tu lui as fait » demanda Maya, sa voix tranchant l'air comme une lame. Amanda se retourna, et pour la première fois depuis qu'elle se connaissait, il n'y avait aucun masque de sympathie sur son visage. Ses yeux bleus étaient froids comme la glace. Maya Johnson. La femme de ménage autiste qui ne peut même pas se soucier de ses propres problèmes. Tu as empoisonné Ethan, tout comme tu l'as fait avec ma fille. Amanda rit, un son sans humour. Ta fille était une expérience. Une façon de tester si mes techniques fonctionnaient sur un enfant si jeune. Elle saisit une seringue dans la trousse médicale. Ethan aurait été mon plus grand succès. Un enfant d'une famille milliardaire, héroïquement sauvé par sa dévouée assistante personnelle. Mais j'ai contrecarré tes plans, dit Maya en avançant vers Ethan. Tu as tout ruiné. Le masque d'Amanda tomba enfin complètement. 5 ans de planification, 5 ans à construire une nouvelle identité, et une femme de ménage insignifiante a tout détruit en une nuit. Catherine apparut à la porte, téléphone en main. La police est en route, annonça-t-elle d'une voix tremblante. Amanda regarda la seringue dans sa main, puis Ethan, puis Maya. Alors finissons-en une bonne fois pour toutes. Elle se dirigea vers Ethan avec la seringue, mais Maya fut plus rapide. Des années de traumatisme et de culpabilité se transformèrent en une fureur protectrice qu'elle ne savait pas posséder. Maya se jeta sur Amanda, la renversant au sol. Les deux femmes luttèrent pour le contrôle de la seringue. Amanda était plus forte, mais Maya avait le désespoir de quelqu'un qui ne pouvait pas laisser un autre enfant mourir. Pendant la lutte, la seringue roula sous le canapé. « Tu ne comprends pas » cria Amanda en essayant d'atteindre la seringue. « Ces enfants riches ont tout. Pourquoi méritent-ils de vivre quand des enfants pauvres meurent chaque jour ?»« Parce que ce sont des enfants, » répondit Maya en tenant Amanda par les poignets. « Parce qu'ils sont innocents. » C'est alors que Marcus arriva, suivi de 2 policiers. La scène qu'ils trouvèrent dans le salon resta gravée à jamais dans sa mémoire. Maya protégeant Ethan de son propre corps tout en maintenant Amanda immobilisée au sol. « Arrêtez-la » dit Marcus au policier, pointant Amanda. « Elle a tenté d'empoisonner mon fils. » Amanda fut menottée, mais même emmenée, elle continua de crier. « Vous ne pourrez jamais prouver quoi que ce soit. Il n'y a pas assez de preuves. » Mais elle avait tort. Margaret Chen arriva quelques minutes plus tard, apportant toute la documentation qu'elle avait collectée au fil des ans. Le docteur Richardson apparut avec les résultats des analyses sanguines d'Ethan, montrant des traces de la même substance qui avait tué Lily Johnson. Plus important encore, les enquêteurs trouvèrent dans la chambre d'Amanda au manoir un véritable arsenal de substances médicales volées, de seringues, et un journal détaillé de ses victimes au fil des ans. Amanda avait documenté méticuleusement chaque crime, y compris des photographies des familles qu'elle avait détruites. Maya resta aux côtés d'Ethan pendant que les ambulanciers l'examinaient. Le garçon était éveillé mais faible. Il regarda Maya avec ses grands yeux bruns et murmura « Tu m'as encore sauvé. »« Toujours, » répondit Maya, la voix brisée par l'émotion. Marcus s'approcha lentement. « Maya, je dois m'excuser. J'ai cru ces mensonges. J'ai douté de toi alors que j'aurais dû te faire confiance. » Maya le regarda, et pour la première fois depuis des années, sourit sincèrement. « Tu es un bon père, Marcus. Tu essayais seulement de protéger ton fils. Comment peux-tu me pardonner après tout ça ? » « Parce que maintenant ma fille peut reposer en paix, » dit Maya, les larmes coulant sur son visage. « La personne qui l'a tuée sera enfin punie. » Le docteur Richardson confirma qu'Ethan se rétablirait complètement, bien qu'une surveillance soit nécessaire pendant quelques jours. Amanda Sterling fut officiellement accusée de tentative de meurtre au premier degré dans le cas de Lily Johnson, et de multiples autres accusations liées aux victimes identifiées dans son journal. Lors du procès qui suivit, Maya fut appelée comme témoin principal. Pour la première fois en 5 ans, elle eut l'occasion de raconter sa version des faits ayant conduit à la mort de Lily. Sa condition autiste, qu'Amanda avait tenté d'utiliser comme preuve d'instabilité mentale, devint en réalité sa plus grande force. Sa mémoire parfaite des détails et son honnêteté brutale convainquirent le jury de la vérité. Amanda Sterling fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 6 mois après le procès, le manoir Thompson s'était transformé en quelque chose de complètement différent.
Là où régnait auparavant le silence froid de la formalité, résonnaient maintenant des rires sincères et des conversations chaleureuses. Maya n'était plus la femme de ménage invisible, elle était devenue une partie intégrante de la famille. Marcus se trouvait dans le jardin, observant Maya et Ethan jouer à cache-cache parmi les arbres centenaires. Le garçon, maintenant âgé de 5 ans, s'était complètement rétabli tant physiquement qu'émotionnellement du traumatisme causé par Amanda. Plus important encore, il avait acquis quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, une figure maternelle véritable. « Papa, Maya m'a appris à compter avec des motifs », s'écria Ethan en courant vers Marcus, les yeux brillants d'enthousiasme. « Tu veux voir ? 2, 4, 6, 8, 10. » Marcus sourit, se rappelant comment Maya avait expliqué que l'enseignement des mathématiques à travers des motifs aidait Ethan à développer son raisonnement logique de manière ludique. C'était seulement l'une des centaines de petites manières dont elle avait enrichi la vie de son fils. « Très bien, champion », dit Marcus en ébouriffant les cheveux du garçon. « Et si tu allais aider Catherine à préparer le goûter ?» Après qu'Ethan se fut précipité à l'intérieur, Marcus s'approcha de Maya, qui rangeait les jouets éparpillés sur la pelouse. Sa routine systématique, consistant à placer chaque objet à son endroit précis, était devenue quelque chose que toute la famille respectait et appréciait. « Maya, » dit Marcus doucement, « j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Elle le regarda avec cette expression d'attention totale qu'il avait appris à aimer. Maya ne faisait jamais semblant d'écouter. Lorsqu'elle prêtait attention à quelqu'un, c'était avec tout son être. « L'avocat de la famille Sterling m'a contacté aujourd'hui, » poursuivit Marcus. « Ils veulent conclure un accord financier pour éviter que nous poursuivions l'héritage d'Amanda pour dommages et intérêts. » Maya secoua immédiatement la tête. « Je ne veux pas de leur argent, Marcus. Cela n'a jamais été une question d'argent. »« Je sais. Mais ce n'est pas seulement à propos de toi. » Marcus fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Il s'agit de toutes les autres familles qu'Amanda a détruites. L'argent pourrait aider à créer un fonds pour les familles ayant perdu des enfants à cause de crimes similaires. Maya réfléchit un instant, son esprit analysant les implications. Quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes comme moi. Exactement. Et il y a une autre chose. Marcus prit une profonde inspiration. Je veux que tu sois l'administratrice de ce fonds. Tu comprends mieux que quiconque ce que c'est de traverser cette douleur. Des larmes se formèrent dans les yeux de Maya. En moins d'1 an, elle était passée de femme de ménage ignorée à femme avec un but et une reconnaissance. Mais, plus important encore, elle avait trouvé une famille. « Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire, » dit Marcus, sa voix devenant plus sérieuse. « Le docteur Richardson m'a appelé hier. Il veut documenter le cas d'Amanda pour publication médicale. Cela pourrait aider d'autres professionnels à identifier des schémas similaires à l'avenir. Cela signifierait raconter mon histoire publiquement. Oui. Mais cela signifierait aussi que la mort de Lily aurait servi à sauver d'autres enfants. » Maya regarda l'horizon, où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées. « Lily a toujours voulu devenir médecin en grandissant, » dit-elle doucement. « Peut-être que c'est une façon pour elle d'aider encore d'autres personnes. » Marcus sentit un serrement dans sa poitrine. Au cours des derniers mois, il avait beaucoup appris sur la perte et la guérison grâce à Maya. Elle lui avait enseigné que la douleur ne disparaît jamais complètement, mais qu'elle peut se transformer en quelque chose de significatif. « Maya, il y a une chose de plus que je dois te demander, » dit Marcus, sa voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. Elle se tourna pour le regarder entièrement. « Hier, Ethan m'a demandé si tu pouvais être officiellement sa mère. » Marcus fit une pause, voyant l'expression de surprise sur le visage de Maya. « Et moi, j'aimerais savoir si tu envisagerais de m'épouser. » Maya resta silencieuse un long moment. Ses mains, toujours en mouvement constant, restèrent complètement immobiles. « Marcus, commença-t-elle, puis s'arrêta. « Es-tu sûr ? Je suis différente. Mon esprit fonctionne différemment. Il y a des choses sur moi que tu ne comprends pas encore complètement. »« Maya Johnson, » dit Marcus en prenant ses mains dans les siennes. « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Tu as sauvé mon fils non pas 1, mais 2 fois. Tu m'as appris ce que signifie protéger véritablement quelqu'un qu'on aime. Tes différences ne sont pas des défauts, ce sont tes super-pouvoirs. » Une larme coula sur le visage de Maya. « Et si je ne sais pas comment être épouse et mère en même temps? Alors nous apprendrons ensemble, en famille. » Maya regarda vers le manoir, où elle pouvait voir Ethan à la fenêtre de la cuisine, attendant avec impatience sa réponse. L'enfant était devenu le fils qu'elle n'aurait jamais cru revoir, et Marcus était devenu le compagnon qu'elle n'avait jamais imaginé mériter. « Oui, » murmura-t-elle, puis répéta plus fort. « Oui, je veux t'épouser. »
Marcus l'embrassa doucement, et pour la première fois depuis des années, ils sentirent tous deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. 6 mois plus tard, le mariage de Marcus et Maya fut une célébration intime dans le jardin du manoir. Ethan fut le porteur des alliances, fier d'avoir officiellement une mère. Catherine pleura pendant toute la cérémonie, heureuse de voir la famille qu'elle avait soignée pendant tant d'années enfin complète. Margaret Chen était présente en tant que marraine de Maya, représentant non seulement son amitié, mais aussi le courage de toutes les personnes qui refusent de rester silencieuses face à l'injustice. Le docteur Richardson fut un invité spécial, apportant la nouvelle que l'article médical sur le cas d'Amanda Sterling avait été accepté pour publication dans l'une des revues médicales les plus respectées du pays. Le travail incluait un protocole pour l'identification précoce de l'empoisonnement infantile et avait été dédié à la mémoire de Lily Johnson. Pendant la fête, Maya s'éloigna momentanément de la célébration pour un moment de silence. Elle avait apporté une photo de Lily et la posa discrètement sur la table des cadeaux. « Merci de m'avoir donné la force de sauver Ethan », murmura-t-elle à la photo. « Maintenant, je peux être la mère que tu as toujours voulu que je sois. » Marcus s'approcha d'elle par derrière. « Elle serait fière de toi. »« Je pense que oui, » sourit Maya à travers ses larmes. « J'ai enfin réussi à transformer notre douleur en quelque chose de beau. » 2 ans plus tard, Maya était devenue une défenseure nationale des familles affectées par des crimes similaires. Le fonds Lily Johnson avait aidé plus de 50 familles à obtenir justice et soutien psychologique. Maya parlait lors de conférences médicales et juridiques, utilisant sa perspective unique en tant que personne autiste pour aider les professionnels à identifier des signes que d'autres pourraient manquer. Ethan, maintenant âgé de 7 ans, avait développé un intérêt particulier pour la science médico-légale, inspiré par le parcours de sa mère adoptive. Il disait souvent qu'il voulait aider les gens comme Maya a aidé les gens, en grandissant. Marcus avait découvert qu'aimer Maya signifiait non seulement accepter ses différences, mais les célébrer. La précision avec laquelle elle organisait leur vie, son honnêteté brutale mais affectueuse, sa capacité à voir des schémas que d'autres manquaient, tout cela avait rendu leur famille plus forte et unie. Une nuit de printemps, tandis que la famille était réunie dans le salon pour voir Ethan présenter un projet scolaire sur les personnes qui font la différence, Maya réfléchit au parcours qu'il avait mené jusque-là. Il y a 5 ans, elle était une femme brisée, coupable de la mort de sa fille et invisible pour le monde. Aujourd'hui, elle était mère, épouse, défenseur et symbole d'espoir pour des centaines de familles. La différence n'avait pas été seulement la justice ou la vengeance. C'était l'amour, l'acceptation et la compréhension que nos plus grandes tragédies peuvent devenir nos plus grandes forces lorsqu'elles sont canalisées pour aider les autres. Lorsqu'Ethan termina sa présentation, il courut pour étreindre Maya. « Maman, tu es mon héroïne préférée. » Maya le serra fort dans ses bras, se rappelant combien la vie peut changer lorsque nous choisissons de regarder au-delà des apparences et de juger les gens sur le contenu de leur cœur, et non sur les différences de leur esprit. La véritable leçon du parcours de Maya Johnson n'était pas seulement une question de justice ou de dépassement. Il s'agissait de la façon dont le véritable amour voit la force là où les autres voient la faiblesse, voit le potentiel là où les autres voient des limites et voit la famille là où les autres ne voient que des différences. Si cette histoire a touché ton cœur et que tu crois que tout le monde mérite une seconde chance pour être vu, compris et aimé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le courage des personnes extraordinaires que le monde considère souvent comme invisibles.